Bonjour à toutes et tous. C'est la magie du direct. Merci d'être là et merci d'être présent à cette conférence intitulée Escalade, un sport de gauche. Alors, j'ai pour habitude dans mes introductions de me présenter à la fin, mais pour celle-là, je vais faire comme c'est la dernière conférence, une des dernières conférences du salon, je vais faire amende honorable et puis changer un petit peu et vous raconter ma vie en fait au début. Je travaille pour un jeune média d'Escalade qui s'appelle Vertige Média. Et en fait, l'origine aussi du bien fondé de cette conférence, c'est qu'on a fait un micro-trottoir en fait, sur cette question escalade, un sport de gauche. Et cette vidéo s'est tout de suite hissée en fait, parmi les vidéos les plus vues en fait, de la jeune histoire du média en réalisant 4 millions de vues. 4 millions de vues, pour vous donner une histoire d'échelle pour un jeune média, c'est absolument énorme. Au-delà de la portée de la vidéo, en fait, on a eu aussi énormément de réactions sur cette vidéo, des réactions bonnes ou mauvaises, des critiques, etc. Et en fait, ça nous a conduit en fait à légitimer la présence et la portée en fait du sujet, peut-être en abordant une des facettes qui sont peut-être un peu moins connues de l'escalade, c'est-à-dire sa dimension sociopolitique. Je crois que derrière la question un brin racoleuse, le cachons pas, de la table ronde, il y a une voie, c'est maintenant indéniable, cela fait quelques années que l'escalade est en train d'exploser, en tout cas sa médiatisation est en train d'exploser. On verra avec les intervenants s'il s'agit plutôt s'il faut parler de massification, de démocratisation ou de gentrification de l'escalade. Il n'empêche, en fait, la question, elle se pose puisque dans ces variantes politiques, sociétales, culturelles, il nous semblait en fait très important d'aborder le sujet de cette manière-là, en l'apportant sur ces bords politiques, parce que ça nous permettait aussi, et excusez-moi de la formule, de descendre en rappel l'histoire de l'escalade, son héritage militant, pour savoir en fait pertinemment, et d'abord c'est dans cette première partie qu'on va le faire, si oui, l'escalade est de gauche, en tout cas, partons d'un postulat aujourd'hui ensemble et d'une conviction, et disons que oui, l'escalade, si elle n'est pas peut-être pas de gauche ou si elle est de droite, elle est politique. Du coup, de la tour d'escalade de la fête de l'humanité, donc a été érigée en 1955, à l'essor sans précédent, je le disais, des salles privées, entre ses racines militantes et sa commercialisation accrue, entre son idéal d'accessibilité et sa tendance à l'élitisme, moi j'aimerais qu'on dénoue un peu cette corde un peu sensible qui cristallise de nombreuses tensions, et pour explorer ces enjeux, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir deux personnes qui travaillent sur le sujet quasiment au quotidien et qui le connaissent très bien. Yves Renou, bonjour. Vous êtes ancien prof de PS et formateur à la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, héritière d'une tradition d'alpinisme populaire qui est née dans les années 30, qui œuvre, c'est véritablement sa mission, pour rendre l'escalade et le sport en général accessible à tous. Peut-être un élément biographique qui m'a intéressé sur ta vie, tu as érigé en 1982 le premier mur d'escalade dans une enceinte scolaire de tes mains et aussi de celle de tes élèves les plus téméraires. Et je te ferai revenir là-dessus pour savoir en quoi cet événement fondateur a été aussi catalyseur de l'expression d'une escalade populaire. Aujourd'hui, tu vas intervenir avec Clotilde Sauvage. Clotilde, salut. Hello, bonjour à tous. Clotilde, tu es journaliste, entrepreneur et créatrice d'un super podcast qui s'appelle Vent debout, qui observe et analyse les tendances sociologiques du sport à travers des rencontres, des reportages, etc. Tu as notamment fait un épisode consacré au tout-ski, mais aussi un épisode consacré au sport pour tous, où en fait tu réponds à une de ces questions, où des intervenants répondent aussi à la question de savoir si les sports de haute montagne et l'escalade en particulier sont des sports populaires. Et tu finis chaque introduction de ton podcast, ou chaque conclusion plutôt de ton podcast, par une phrase qui est bienvenue dans la discussion d'aujourd'hui. Oui, le sport est politique. Merci d'être là. Je ne me présente plus, je suis journaliste sur Vertige Média, je m'appelle Mathieu, et je vous rappelle en dernier lieu, avant de commencer, que nous dédierons 15 à 20 minutes de la discussion à des questions de la salle, donc n'hésitez pas à les préparer dès maintenant et au fil de la discussion. Allons-y, c'est parti. J'aimerais commencer par les racines historiques et l'héritage militant de la grimpe. Et je te regarde, Yves, parce que c'est à toi que j'ai envie de destiner ma première question.
quand est-ce qu'on peut parler d'escalade populaire ou d'escalade de gauche? À partir de quand on peut parler de popularisation de l'escalade? Très bien. Alors, pour moi, l'escalade est ambivalente, mais il y a des pratiques de gauche de l'escalade. Bon, je vais y venir. Petit point, justement, je commence sur ma biographie. Non, c'est travail d'équipe. Oui. À 3 niveaux. Premier niveau, j'étais dans une équipe pédagogique dont l'objectif en éducation physique, c'était l'autogestion de l'éducation physique et la formation des élèves à l'autogestion de leur pratique. Donc on y était déjà. Et dans ce contexte-là, dans une équipe avec des profs et des élèves, on a fait le mur d'escalade de Corbeil. Et ça a donné un coup de pouce pour le développement de l'escalade en milieu scolaire. Et c'est vrai que c'était, pour moi, j'assume, le premier mur d'escalade digne de... Et Clotilde a grimpé sur ce mur, ancienne élève. Incroyable. Incroyable. J'ai découvert ça hier. Mon lycée. Donc voilà. Bon, donc ça c'est. Mais donc j'insiste parce qu'en définitive, l'escalade, tu fais bien. Elle est de gauche. Quand ça devient un sport d'équipe, on va aller voir qui... Bon, alors, je réponds donc à tes questions. Moi, il me semble que l'escalade est devenue populaire. Quand, par exemple, et c'est pas la FGT, mais après, on a donné le coup de pouce. Pour moi, les premiers circuits d'escalade à Fontainebleau, c'est une façon de rendre populaire l'art de grimper. Très important. Le premier circuit, c'est Fred Bernick, 48. Et à partir des années 60, j'ai des témoins de la FGT, on a été très actifs pour la création des circuits faciles, des circuits enfants. C'était au Rocher Canon, je ne rentre pas dans le détail. Mais ça, c'est les années 60-70. Ouais, un petit peu quand même, parce que circuit facile, circuit à Fontainebleau, je ne suis pas sûr que toute la salle comprenne effectivement ce que c'est. Les circuits sont classés par ordre de difficulté, si vous voulez. Hein. Bon, maintenant, des noirs et des blancs qui sont abominables. Mais le plus facile, c'est côté très facile pour les enfants, mais on ne peut pas confondre avec le niveau extrême. Ils sont en général fléchés en blanc. Voilà. Si vous voulez, c'est un parcours qui incite le pratiquant à dire tiens, ça, si je grimpe sur ce circuit, je vais trouver à peu près le décalage optimum qui correspond à mon niveau. Donc vous avez le niveau blanc pour les enfants. Et on peut après moduler suivant les âges. Je ne rentre pas dans les détails trop. Hein. Et ça, c'est à partir de 70 que ça a démarré, mais les autres circuits ont commencé avant. Blanc, jaune, pour peu difficile. Là, je dirais, la FGT, on a aussi donné un gros coup de pouce. Ça, c'était conçu pour des adultes qui sont pas forcément avec des chaussons d'escalade, etc., et qui découvrent l'activité. Je bouge trop. Non, mais c'est... Bien suivre le micro quand tu bouges. Bien sûr, le micro. Et ça part dans tous les sens, reste de gauche. Ça part dans tous les sens. Donc, les circuits jaunes, ça a été une étape. Puis après, il y a les circuits orange, circuits bleus, difficiles, rouge, très difficile, noir et blanc, extrêmement difficile. Bon, maintenant, avec Internet, il y a des choses qui ont changé pour les experts, puisqu'on fait du bloc à bloc. Mais pour les débutants, c'est très intéressant parce que c'était l'idée aussi d'un parcours montagne. Donc ça, pour moi, ça a été une première avancée pour rendre plus populaire l'art de grimper. C'est ce que je porte sur mon t-shirt. Un événement dont on n'a pas parlé, dont j'ai vraiment mentionné en introduction, c'est aussi quand même l'introduction le fait d'avoir érigé une tour d'escalade. Oui. Au sein même de la fête de l'humanité, qui quand même à l'époque, toujours aujourd'hui, est quand même bien ancrée en fait dans l'accès au sport populaire. C'est la FSGT qui, à l'époque, pilote ce projet. Mais c'était pas encore une innovation au sens, ça faisait diffusion. Si vous voulez, elle était très bien cette tour d'escalade. C'était une façon de marquer les esprits symboliques. Mais après, il y a eu vraiment des. Alors, je continue sur les étapes. Donc, il ne faut pas oublier autre chose qui est très important et qui a démarré même avant les tours d'escalade modernes, je veux dire, et les blocs d'escalade modernes. Il y a tout l'équipement, l'œuvre des communautés de grimpeurs qui ont équipé un terrain de jeu, mais on ne se rend pas compte. Ça représente, je ne sais pas combien de fois, le parc des comment on appelle ça, des golfs. Excusez-moi, je sais qu'il y a des copains qui sont fans de golf, mais qui ont même l'impact écologique, il est catastrophique. Bon, et donc, l'ensemble des voies équipées par la communauté des grimpeurs, c'est un bien commun extraordinaire mis à la disposition. Et on ne valorise pas ça, entre parenthèses. On ne le valorise pas. Or, c'est eux qui créent l'activité. Et alors, il y a eu un boom avec l'apparition des nouvelles techniques, avec les perforateurs, avec les goujons ou avec les tiges de tendeur, la colle. Excusez-moi, je bois tout ça. Mais tout ça, alors on a pris notre part. Et en plus, je termine pour alors, je valorise la FSGT. La FSGT, elle a créé la première falaise moderne. J'appelle la première falaise moderne. C'est une falaise où, en fait, on peut grimper en tête
à son niveau et les débutants ne prennent pas le risque davantage de se tuer que les grimpeurs de 6 ou de 7. Parce qu'avant, c'était ça, c'était bien équipé dans le 6 et dans le 7. Il n'y avait pas encore le 7, c'était surtout le 6 ou le 5+. Et après, il fallait être un peu suicidaire pour grimper en tête. Non, Autroche a mis... Et c'est devenu maintenant la French Touch qui s'est répartie dans le monde entier. Je suis trop long. Après, il y a tout ce qui est l'effort sur les murs d'escalade et sur les blocs. On retrouve à la fête de l'UMA les blocs mobiles. Et alors, j'ai avec moi à ma gauche Gilles, Jean-Marc Blanche ont été les premiers penseurs et on les a créés, ces blocs. Et ça a fonctionné. Alors, après, ça s'est un peu arrêté parce que c'était une tuerie quand même à monter. Mais sinon, après, maintenant, on voit ce que c'est. Je termine. Et les blocs, les murs d'escalade. Et par contre, cette révolution qui s'est passée, c'est que la massification et le développement de l'escalade est plutôt venu de militants comme nous, même s'ils ne sont pas FSGT, qui produisent les communs de l'activité. Et depuis 2010, on va dire, 2015, le mouvement, là, actuellement, le facteur du dynamisme, il est le marché. Ouais. C'est-à-dire que le capitalisme a su transformer l'escalade en marchandise. On le voit ici. On va en parler dans peut-être une deuxième partie. J'arrête. Pour poser les termes du débat, Clotilde, en quoi, selon toi, on peut affirmer qu'un sport est de gauche ou qu'il ne l'est pas? Ouais, alors je veux peut-être rebondir un petit peu parce que moi je me pose quand même une question. Alors je suis pas spécialiste de l'escalade. Vous allez vite. Cette heure. Mais néanmoins, on vient de parler d'héritage militant, et je pense qu'il y a un vrai héritage militant sur l'escalade, et justement, c'est ce qui probablement fait que de gauche. Néanmoins, moi, quand je reviens un peu aux racines de ce sport, et ça fait le lien avec ta question, qu'est-ce qui définit un sport de gauche? C'est que l'escalade, c'est un sport qui vient de l'alpinisme. L'alpinisme était une pratique avant tout bourgeoise, c'est des classes aisées. Sport pratiqué par des classes populaires. En tout cas, dans son lancement de la pratique, on était quand même sur des personnes, globalement des CSP+, ou des personnes qui ont un gros capital culturel, et je pense que c'est encore le cas. Et donc moi, il y a un peu cette question de, quand on parle d'un sport de gauche, est-ce qu'en fait, on envisage un sport qui, oui, a eu à un moment des velléités d'être un sport alternatif, et qui s'est construit comme ça un petit peu loin d'autres disciplines, mais pour autant qui n'ont jamais été des sports qui ont cherché à démocratiser une pratique, ou c'est peut-être venu après. Mais ça vient vraiment questionner comment on définit un sport de gauche finalement. Et pour moi, l'escalade, oui, peut être qualifiée à gauche de temps en temps. Néanmoins, on n'est pas dans un sport... Pour moi, un sport de gauche, ça peut être plutôt même souvent, c'est des sports qui vont être... plus d'ailleurs des sports, des pratiques collectives finalement, en général. Bien sûr. Que des sports individuels, etc. Et donc, moi, je trouve ça intéressant quand même de revenir aux racines de qui ont été les premiers pratiquants, qui sont les personnes de qui on parle. Et il y a un chercheur, Michael Attali, que j'interroge dans le podcast sur un épisode, qui revient vraiment sur toutes ces pratiques en fait, qui ont été alternatives à un moment et en fait qui se sont complètement s'institutionnalisant, qui ont perdu toute leur dimension alternative. Du ski de boss, il y a eu le yoga, qui maintenant est un produit du capitalisme, il y a des livres absolument exceptionnels là-dessus. Et je pense que l'escalade aussi a eu une trajectoire. Dans sa dimension individualisme. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on peut même aller plus loin. On peut dire que sociologiquement, l'escalade est très marquée. C'est d'abord une pratique qui est née pour s'entraîner à l'alpinisme. L'alpinisme étant, ce sont des expéditions de bourgeois de Grande-Bretagne qui les faisaient, etc. C'était un sport éminemment élitiste. Donc on pourrait même penser un sport de droite, en plus qui propulse des vecteurs de dépassement de soi, de recherche de la performance, qui sont peut-être très très éloignés du sport populaire. C'est une autre façon peut-être, Yves, de poser la question que je t'ai posée en début, c'est comment vous récupérez ces racines-là, donc d'un sport élitiste, et vous arrivez à le rendre plus populaire, plus accessible, à essayer de le massifier. D'accord. Alors, ok, non, mais j'avais prévu de répondre à cette question, tu vois, là. Très bien. Bon. Très bien. Non, mais en gros, on revient à la question, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une activité, comme l'a sous-entendu Clotilde, est de droite? Pour moi, elle est de droite si, en gros, elle s'inscrit dans la visée de parvenir toujours plus, le culte du premier de cordée. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, l'alpinisme,
l'alpinisme, il est porté par les classes aristocratiques qui disposent de temps libre, qui ont tellement de sécurité dans la vie qu'elles peuvent prendre dans leur loisir, prendre le risque de mettre en cause leur propre existence. Donc l'alpinisme a été développé par les bourgeois et par l'aristocratie. Ouais. Ça, c'est incontestable. Par contre, éventuellement, les milieux populaires, ils rentrent dans l'histoire de Sherpa, ou même, disons, c'est un moyen de gagner sa vie. Hein, parce que sinon, les gens allaient prendre des risques, mais par exemple, les cristalliers, mais pour des raisons économiques, pas pour le fun, on pourrait dire, hein, si vous voulez. Hein. Et je pense que dans les milieux populaires et qui vivent la précarité, qui vivent dans l'insécurité sociale, pour moi, c'est une des causes. Si je suis soumis à l'insécurité sociale, je ne vais pas m'engager dans des activités où il y a des risques important s'il n'y a pas de raison économique derrière. Alors par contre, si je vis presque la monotonie et le côté de trop de confort, là c'est important de mettre du piment dans. Bon, alors ça c'est la première chose. Après, oui, je vois qu'il faut que je m'arrête. La deuxième chose, et je pense que Gilles il développe on a développé à travers l'alpinisme laisse-béton. Comme dans l'alpinisme, on ne peut pas évacuer, et ça fait partie intrinsèquement de l'activité, on ne peut pas évacuer le risque mortel. Alors qu'en fait, pour l'essentiel, il n'est pas présent dans l'escalade. Mais prenez la liste des 100 meilleurs alpinistes, il y en a 90% qui ne sont pas morts dans leur lit. Je veux dire, hein, ça change, ça n'a rien à voir. Donc, comme l'alpinisme est une activité où on engage la vie, ça ne peut pas être une activité populaire. Il n'y a qu'une seule activité populaire où on engage la vie, c'est quand il faut faire la guerre. Alors là, on les envoie, les troufions, etc. Mais en définitive, sinon, vu les enjeux, ça ne peut pas devenir... C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut se centrer sur le développement de l'escalade et pas simplement se poser la question de rendre populaire l'alpinisme. Ouais. J'ai fini. Sur ce paradoxe, Clotilde, du confort, de la monotonie en fait, de certaines populations qui vont aller chercher des expériences assez aventureuse en fait par rapport à d'autres publics qui l'ont en fait au quotidien, cette expérience aventureuse, parce qu'ils souffrent d'un inconfort. Je crois que tu avais une réflexion là-dessus qui d'ailleurs dépasse un petit peu l'escalade et englobe tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la micro-aventure et cette recherche de sensations. Oui, bien sûr. Moi, je me suis beaucoup intéressée sur la question du tourisme. Justement, sur ces nouveaux imaginaires qu'on essaie pour penser le tourisme autrement et essayer d'arrêter de voyager à l'autre bout de la planète. Et où en fait, les pratiques de pleine nature sont souvent vues comme une alternative au tourisme qu'on qualifie de masse, alors qu'en fait, en général, c'est déjà, c'est un jugement de valeur que de qualifier le tourisme de tourisme de masse, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, je me suis un petit peu intéressée. Est-ce que finalement ces pratiques peuvent être vraiment une alternative ? Et en fait, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur le sujet et qui disent mais il n'y a rien de plus bourgeois que de vouloir dormir en tente pendant ses vacances. Et en fait, et je fais partie de ces gens-là, hein, donc il n'y a aucun problème. Je fais partie des gens qui vont pendant les vacances dormir en tente. Mais néanmoins, il faut avoir une vie extrêmement agréable au quotidien pour, pendant ses vacances, avoir envie de se dépenser, pour, pendant ses vacances, en fait, revenir fatigué physiquement. Et en fait, il y a plein de gens qui, avec leur boulot, qui ont des boulots éreintants, pendant les vacances, en fait, ils ont besoin de se reposer, de dormir. Et en fait, ils ont besoin d'être au Club Med et que tout paraisse simple. Et donc voilà, donc ça c'est une première réflexion. Et pour revenir sur ce que Yves a évoqué, moi, donc tu l'as évoqué d'ailleurs cet épisode de Vent debout où en fait la question qu'on pose c'est pourquoi il y a des sports de riches et des sports de pauvres. Et j'ai interrogé donc un sociologue du sport, Johan Reck, qui revient un petit peu sur notamment les sports de pleine nature. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on a souvent l'impression que les sports de pleine nature sont des sports assez accessibles comme la randonnée parce que finalement à part des chaussures de quoi on a besoin. Alors qu'en fait, et de l'eau. N'oubliez pas d'oser tarter. C'est vrai. Et voilà. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'en fait toutes ces pratiques, elles sont pas du tout accessibles pour les classes populaires. Et il revient notamment sur un rapport au corps. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué, de dire en fait, les classes populaires en général vont aller beaucoup plus vers des sports qui ont un engagement du corps beaucoup plus direct. Ils vont beaucoup plus aller vers des sports de combat, voire des sports comme le rugby, où il y a vraiment un contact direct et
des pratiques et un rapport au corps qui n'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même recherche. Et donc ça, c'est un premier élément de réponse pour montrer qu'en fait, c'est pas que des barrières économiques non plus. Évidemment, la barrière économique est une chose, mais voilà, il y a cette notion de comment le corps est mis en mouvement à travers les pratiques ou non. Et le dernier élément qui met en place, c'est évidemment la lecture. C'est-à-dire que pratiquer des pratiques comme l'escalade, la randonnée, la navigation, etc., nécessite de savoir lire des cartes, de savoir avoir une connaissance de la météo, de savoir apprécier aussi être dans ces environnements. Et en fait, même le fait d'apprécier, les classes populaires en général, et ça c'est des études qui le montrent vraiment, ont beau habiter à Grenoble, ce sont les personnes qui vont le moins aller dans les espaces naturels. Parce qu'en fait, ils n'ont tellement pas eu cette habitude que ils le font pas forcément dans leur quotidien. Tu nous parles de capital culturel, là. C'est véritablement au sein même de la sociologie même du sport que en fait c'est une approche. J'essaie de Ça comprendre, marche, mais j'ai pas compris. ouais. Je vois faire des signes, c'est assez. Ouais. Donc il faut en fait être en possession d'un capital culturel au sens bourdieusien du terme. Pourquoi pardon? Il ne faut pas avoir peur d'utiliser Bourdieu. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça fait toujours un peu pédant, quoi. Oh, mais voilà, au sens de l'habitus humain, pour ensuite aller vers ces pratiques. Yves, je voulais revenir sur là où je t'ai peut-être interrompu, sur l'héritage du militantisme de la FSGT, où tu disais à partir des années 2010 vient se télescoper en fait une marchandisation du sport et de l'escalade en Elle particulier. existait déjà, mais là, on a changé d'air là. Hein. Voilà, justement, explique-nous, peut-être développe un peu plus cette partie. En quoi, en fait, là aujourd'hui, tu sens qu'il y a véritablement quelque chose qui évolue de manière drastique. Là, il y a une nouvelle révolution là qui s'est produite. Laquelle? Disons, donc, le concept de salle d'escalade. Alors, l'important, par contre, le marché a compris plus, je trouve, que la vie associative, la valeur du bloc. Alors, il y a pour des raisons aussi bien économiques, je veux dire. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire une salle de bloc économiquement rentable. À la limite, ça va dans nos sens, dans nos idées. Nous on est pour le bloc à la FSGT, mais on est pour surtout avoir développé la capacité d'agrandir l'espace. Et donc, les salles privées sont performantes. Pour moi, d'ailleurs, l'offre d'activité des salles privées, que je ne fréquente pas beaucoup, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'adhérents de la FSGT, elle est performante. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je trouve qu'elle est supérieure à ce qui est proposé par les salles de fitness. Mais performante, oui. La qualité de l'activité. Non, je parle de la qualité de l'activité. Je me place du point de vue de la qualité de l'activité. De l'infrastructure, de ce qui est proposé en termes de services. Et l'offre d'activité, la qualité des voies, le fait qu'il y ait différents niveaux, je pense que le système me paraît très intelligent. Et bien pensé. Et je dirais, moi, je juge en tant que presque prof d'éducation physique ou militant du sport, je crois que la qualité de l'activité, du point de vue de la motricité, est valable. Ça, grâce en plus avec l'évolution des nouvelles prises, etc. Mais par contre, ce qui change, et ça c'est un phénomène nouveau, avant, le développement était porté quand même par des militants, et après par des collectivités locales, des services. Il y avait des politiques publiques de création de murs. Il y en a encore un peu liés au collège, etc. Mais les murs pour les milieux scolaires, ils sont limités. Alors que nous, par exemple, notre mur à Corbeil était mieux que ce que l'offre aujourd'hui des murs scolaires. Et là, aujourd'hui, l'offre d'activité, l'offre faite par le marché, devient beaucoup plus... plus que concurrentiel même, parce que ça fait aussi que certaines collectivités locales, moi je suis à Montreuil, je suis désespéré, qui est soi-disant une ville de gauche, mais en fait ils pensent qu'ils vont nous aider à développer l'activité s'ils nous offrent une fraction d'utilisation d'une salle privée. Mais non, l'avenir c'est une salle autogérée, sous le règne de l'économie sociale et solidaire. C'est bien, vous avez réussi à récompenser Rouf, je ne sais plus quoi, un groupe de Rennes qui est en train de faire un magnifique boulot. Voilà, mais pour le moment, c'est le marché qui est performant. Oui, encore faut-il avoir les moyens de le faire, et c'est pour ça que tu nous dis que en fait, le marché prend le pas, le marché privé prend le pas énormément parce qu'il y a abandon de politique publique aussi. Voilà, et on en reparlera peut-être dans une troisième partie. Et je voulais dire un truc avant, sur le tourisme, avec un parfum d'aventure. Il y a un tourisme populaire avec un parfum d'aventure. C'est des gens qui traversent la Méditerranée et qui laissent la peau. Alors ça, c'est du vrai. Oui, ça existe. Alors, faut pas oublier tout. Ça, là, les gens, ils engagent là. Là, ils engagent. Bon, on voit les résultats aussi, mais c'est pas du fun.
Je voudrais juste revenir juste un petit peu avant sur la phrase d'avant, sur les paradoxes contemporains avec toi, Clotilde. Justement, sur cet essor des salles privées, hein, c'est véritablement ce que je disais en introduction. C'est aussi ça qu'on voit, véritable essor de l'escalade. Mais quel essor? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de démocratisation? Est-ce qu'on parle de massification? Est-ce qu'on parle de gentrification? Toi, avec ton regard de journaliste qui travaille sur ces questions, comment tu vois ça et comment elle se télescope avec peut-être la portée d'un idéal qui était de gauche et comment ces questions se télescopent là? Déjà, sur la question donc, de la gentrification, je vais commencer par là. Et d'ailleurs, je vais vous féliciter parce que c'est vous qui avez fait ce super article, quand même, c'est Vertige, c'est pas du tout Vent debout. Mais donc avec ce sociologue, Casselli, qui revient un petit peu et qui, lui, dans l'interview, explique que, en fait, c'est pas vraiment de gentrification qu'il faut parler parce qu'en fait, la gentrification, c'est quand il y a une classe qui est remplacée par une autre. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les villes. Tu parlais de Montreuil, il y en a eu. Moi, j'habitais à Saint-Ouen, c'était la même chose. Voilà. Or là, dans l'escalade, c'est pas ça qui se passe. Dans l'escalade, globalement, c'est des CSP+, ou en tout cas capital culturel élevé. En tout cas, il y a une endogamie sociale. Et l'endogamie, ça change, mais voilà, globalement, c'est la même. On reste dans une endogamie sociale, même si le public évolue. Un entre-soi. Un entre-soi. Et donc, lui, ce sociologue, parle pas de gentrification, il préfère parler de glamourisation. Et moi, j'ai trouvé ça assez juste, finalement. Et on reviendra aussi de pourquoi cette glamourisation. Qui vient de la glamourisation de l'univers de la montagne en ville. Exactement. Où on voit se balader des gens qui sont habillés comme des randonneurs alors qu'ils prennent la 2, quoi. Exactement. Et qui est un vrai problème, ça c'est sûr, parce que ça introduit, on porte tous des vestes pleines de PFAS dans Paris alors que ça sert à rien et qu'en fait on s'empoisonne pour rien. Mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a à la fois le Covid a fait que dans les personnes de la ville ont une vision de l'outdoor, ont envie d'y être et donc ça se développe et c'est un peu cet amour autour de ça. Et puis je pense qu'il y a aussi une évolution du marché du travail. Et là, il faut revenir quand même sur un des coûts. Alors, on peut le déplorer ou pas. Et là-dessus, je suis la première à préférer les salles de la FSGT aussi. Mais il faut forcer de constater que l'escalade et donc ces salles et ce marché ont réussi à répondre à un besoin et à une évolution du marché du travail aujourd'hui où on est beaucoup plus flexible, où on a le télétravail et quels sports permettent d'avoir accès H24, de faire du zapping sportif comme l'escalade aujourd'hui. Et on parlait des salles de fitness, l'escalade est devenue une nouvelle salle de fitness, mais parce que aussi ces salles maintenant ont le fitness à l'intérieur. Donc pourquoi payer 2 fois quand on peut payer 1 fois? Et pour être plus prosaïque encore, pour débourser quand même une quinzaine d'euros pour rentrer dans une salle et 600 euros, etc. Juste, je fais une nota bene, une autre parenthèse. On aurait adoré avoir un dirigeant de salle pour cette conférence. On a essayé avec Pierre-Gaël de les avoir. On n'a pas pu en fait en avoir, mais c'est vrai que le débat aurait été peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dirigeant de salle. On va voir dans la période de questions-réponses. Yves, je reviens juste sur du coup la différence par contre entre massification ou démocratisation, parce que ça c'est hyper important et moi c'est justement c'était le sociologue Johan Resch que je mentionnais tout à l'heure qui me l'a fait réaliser. En fait, il y a une énorme différence. Pareil, voilà, est-ce qu'on démocratise, donc on permet à des classes plus populaires d'avoir accès à un sport, et donc on met vraiment les conditions politiques aussi et sociales autour de ça pour démocratiser la pratique, ou est-ce qu'en fait on ne fait que massifier, c'est-à-dire on rend cette pratique plus accessible à la même classe. Et aujourd'hui, l'escalade, on est plus sur, à mon avis, sur une question de massification. Pour autant, je ne veux pas dire que tout est perdu, parce que la randonnée, qui était vraiment un sport qui jusqu'à maintenant a beaucoup massifié, là on voit qu'il y a des tendances qui font que la randonnée se démocratise de plus en plus. Et donc voilà, il y a des choses qui évoluent et ça ne veut pas dire que c'est fixé dans le marbre. Yves, tu nous as parlé du constat en disant que le marché était en train était en passe à devenir dominant. C'est des questions qui vous traversent à la FSGT. C'est quoi la réaction? C'est très important. Donc c'est absolument pas plié. C'est pas du tout perdu. J'ai plein d'exemples devant moi qui montrent que c'est pas perdu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, dire on va participer à la démocratisation de l'activité, on va populariser l'activité, ça n'est pas un projet suffisant pour modifier le rapport de force. Et en plus, ça ne correspond plus aux besoins de l'humanité aujourd'hui. Je rentre un peu dans les détails. Ce qu'il faut aujourd'hui, le boulot de la FSGT, mais pas que, mais la FSGT, il faut qu'elle s'assume du point de vue de sa continuité, en quelque sorte, c'est populariser des pratiques émancipatrices de l'escalade. Ouais, parce que ça, le marché ne peut pas le proposer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, si tu veux, je te fais une conférence de... Non. Non, si tu veux. Non, je blague. Oui, non, mais c'est le fond du problème. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais mettre... Ou alors je laisse la parole à... Tu sais pas ce que ça veut dire en fait. C'est pour faire court. C'est pour... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Enfin, essaye un petit peu. Essaye quand même, je te donne 1 minute. Si tu veux. D'accord. Ben, ça veut dire pour moi... Alors je donne que les têtes de chapitre. Pour moi, il faut déjà promouvoir une activité qui développe l'autonomie et l'empuissantement du pratiquant. C'est-à-dire en gros la capacité de grimper, de gérer sa sécurité et d'agrandir son espace. C'est pas simplement gérer... donc, pour moi, c'est initier tout de suite à la grimpe en tête. Voilà. Bon, dans des bonnes conditions. Ça, c'est fondamental. Deuxième critère, c'est le partage. Le partage des passions, le partage des savoirs. Très important. Et donc, après, troisième critère, c'est du collectif. L'émancipation, c'est dialectiquement des relations entre l'aventure d'un individu et des transformations sociales et une action collective. Donc, c'est entrer et participer à la création d'une vie associative 100% autogérée et démarchandisée. Aujourd'hui, adhérer à un club d'escalade avec quand même, je prends un Rock 14, un mur magnifique, je crois que parfois c'est prix libre déjà, et c'est entre 60 et 80 euros. Le club le plus cher, c'est 120 euros à la FSGT. Ça permet de grimper un maximum. Ce n'est pas 600 euros par an. Alors donc ça, la vie associative, ça amène mais maintenant, les salles, les salles privées sont plus performantes souvent que les salles publiques. Ça, c'est le troisième critère. Donc une vie associative 100% autogérée et démarchandisée. Et je te donne encore 2 critères, et puis après, mais c'est pas fini, encore, oui, tu m'as donné qu'1 minute. Bon, et si je rajouterais quand même vie associative fédérée, parce que ce qui est très très fort après, c'est le lien entre les associations, et ce qui permet après d'agrandir l'espace, au-delà même du mur d'escalade, grimper en falaise, aller à Fontainebleau, etc. Sinon, dans les clubs classiques ou dans les trucs de marché, à chaque fois, il faut passer au tiroir caisse. Mais non. Les pratiquants deviennent les producteurs de leur propre service. C'est l'autogestion. Et après, j'en rajouterai. C'est très bien, et tu t'en es très bien sorti. Clotilde, tu voulais... Juste réagir à l'instant, pour compléter, mais moi, j'aurais pas pu dire mieux que tout ce que tu viens de dire, de toute manière. Mais il y a un peu cette notion de, est-ce que finalement, la proposition de valeur, c'est une sorte de divertissement ? Parce que c'est ça aujourd'hui que ces salles en fait elles font la promotion d'une sorte de l'escalade mais divertissante où à la fin on va boire une bonne bière d'une brasserie locale, exactement. Et ça c'est pas du tout interdit. Mais la question c'est est-ce qu'on fait une proposition qui touche plus au divertissement ou à l'apprentissage d'une pratique? Ou d'ailleurs l'escalade devient un prétexte. Exactement. Et pas en fait la discipline. Je voudrais que avant qu'on passe aux questions de la salle, et je sens bouillonner les réflexions, qu'on traite d'un sujet dont on n'a pas encore traité, le lien avec les institutions publiques. On a parlé de l'association, on a parlé de l'essor des salles privées. Comment aujourd'hui, dans la politique d'un sport pour tous ou d'une escalade pour tous, d'une escalade populaire, vous, à la FSGT, Yves, avez-vous des liens avec des institutions, avec des ministères, avec d'autres fédérations, pour aussi promouvoir, de faire dire très très politique, puisque là, pour le son, on parle de budget gouvernemental, une escalade populaire de gauche. Bah, c'est fondamental ce que tu dis. Donc ça faisait partie de mes 5e et 6e points, je ne sais plus tout à l'heure. Donc non, très important. Donc pour moi, il y a la vie associative, c'est très bien. Les relations interassociatives, c'est très très bien. Mais il faut aussi être des acteurs de la production des communs. Donc j'ai parlé des ouvreurs, des équipeurs, etc. En fait, tout ça, c'est sans fin. Il y a toujours du travail d'entretien, de recréation de circuits, d'améliorer les circuits de canyon, tout ce que il y a du boulot pour tous. Et il faut que les pratiquants ils deviennent acteurs de la défense et la protection de leur terrain de jeu. Et bien entendu, il ne faut absolument pas être indifférent, il faut être acteur et partie prenante aussi des politiques publiques. Donc, des collectivités, il faut faire capable de faire, disons, des offres, mais les politiques publiques, le politique, disons, gouverné ou présidé par un ancien banquier, je veux dire, elle ne va pas dans le sens d'avoir des services publics performants. Au contraire, on essaye de les dégrader. Alors, il y a les villes, mais les villes sont de plus en plus en difficulté. Et les villes aussi ont tendance, et il y a donc, nous, on a un rôle, je pense qu'on a un rôle de formation idéologique, je dirais, formation politique, au bon sens du terme. Tiens, on retrouve le politique, mais on y est en plein dedans, au contraire. Disons, pour que les villes ne se laissent pas capter par le miroir aux alouettes du marché. Donc là, on a vraiment un rôle très important. Avoir les moyens. Clotilde, une question peut-être sur l'échelon supérieur par rapport aux villes, question d'État. Le sport a été une grande cause nationale en 2024. Grâce ou à cause, on ne sait pas, des Jeux Olympiques de Paris, des Jeux Paralympiques. On est en train de parler d'héritage
j'ai parlé de cette fameuse parenthèse enchantée qui malheureusement est peut-être véritablement une parenthèse. Comment toi, avec ton travail de terrain, tu vois ça? Est-ce qu'on a profité? Est-ce que le sport pour tous existe vraiment? Est-ce qu'on se donne les capacités en France de devenir un pays qui promeut le sport pour tous? Ouais, bah c'est une très bonne question et malheureusement c'est non en fait. Enfin, le sport pour tous c'est un mythe. Enfin, en tout cas c'est un objectif, mais on se donne pas du tout les moyens et on se les a jamais donnés dans ces dernières années. Là, toutes les subventions ou tous les programmes qui avaient été mis en place pour en fait démocratiser le sport viennent tous d'être coupés et donc voilà, globalement tous les acteurs du secteur post-JO se disent bon, de toute manière on savait que l'héritage ça serait compliqué. C'est presque pire que les projections qu'on avait en tête. Et en fait, moi, ça revient vraiment sur cette question. Finalement, est-ce qu'on considère que l'escalade, c'est de gauche? Mais en fait, est-ce qu'on considère que le sport est de gauche? Et moi, en fait, c'est ça que je défends avec Vent debout, avec mon podcast. C'est qu'en fait, globalement, le sport n'est pas de gauche. Malheureusement, dans la manière dont on le pense dans les politiques publiques, est-ce qu'on vise plutôt l'élitisme ou est-ce qu'on va plutôt justement mettre en place des politiques qui visent à ce qu'on touche, en tout cas, un universalisme? La réponse est pour le moment, on a plutôt été vers l'élitisme. Est-ce que... il y a plein en fait, quand on voit un petit peu les lois qui sont mises en place dans le sport, on se rend compte que globalement, non seulement ce qui est mis en place ne permet pas d'améliorer la question du sport pour tous, quand bien même ça devient un vrai sujet autour de la santé et du besoin de mettre un petit peu les jeunes en mouvement et de leur refaire avoir un amour de l'activité physique. Et donc voilà, ça avance pas beaucoup. Et en revanche... Est-ce qu'il n'y a pas une question, Clotilde, Yves, la question qui part, c'est quel rôle on veut donner au sport dans ce pays, quoi. Est-ce qu'on veut lui donner des atours de santé publique? Est-ce qu'on veut devenir un pays qui promeut la grande performance? Ou est-ce que c'est l'inclusion? Est-ce que vous sentez ça, vous qui êtes qui travaillez sur ces questions-là? Est-ce que vous voyez une vision vraiment se dégager de la part du pays là-dessus? Ça part peut-être de là pour ensuite flécher les budgets, les bonnes politiques publiques aux bons endroits. Ou est-ce qu'on fait les trois? Je peux rebondir. Tu étais prête là? Ouais, en tout cas, moi, ce que je perçois et souvent un petit peu tristement, c'est que ces dernières années, la gauche politique française, de manière générale, avait un peu délaissé le sport à l'époque parce qu'il y avait un peu une sorte intellectuellement, on ne trouvait pas ça forcément très très intéressant avant la Coupe du Monde de 98, globalement. Et à partir de 98, on s'est dit tiens, il y a peut-être un truc dans le sport en fait, notamment dans le foot, où on se dit peut-être il faut peut-être quand même qu'on s'empare de ce sujet-là. Mais on a du mal en fait. Et aujourd'hui, on voit bien que il y a même pas un mois, la France joue contre Israël au football. Et on a tout le personnel politique de droite qui est dans le stade et en fait la gauche ne fait rien. Enfin vraiment on a et donc moi je m'interroge vraiment justement sur comment on donne une autre vision du sport et notamment dans un contexte où l'extrême droite est en train de monter en France et où le sport n'a jamais été neutre non plus vis-à-vis de l'extrême droite et on l'avait vu, ça avait été complètement instrumentalisé, il y a eu des JO, les JO de Berlin, etc. On voit en fait les liens entre gauche-droite, etc. Et donc moi j'aimerais vraiment que, en tout cas c'est un de mes souhaits et c'est ce que j'essaie de faire de manière toute petite avec Vent debout en tout cas, c'est de se dire justement cette vision du sport, quelle est la vision qu'on a envie de donner et comment on essaie de sortir d'un sport qui va promouvoir une performance à tout prix, qui est désastreuse même pour les athlètes de niveau, parce que moi je ne cherche pas à en fait dissocier les sportifs de haut niveau d'un côté et le sport pour tous de l'autre. Je pense qu'en fait il y a vraiment des liens à créer et il ne faut pas qu'on les mette d'un côté ou de l'autre, l'un est bon et l'un n'est pas bon. Ouais. Mais néanmoins il y a quand même beaucoup de choses à repenser. C'est marrant les oscillations du pays quand tu vois un petit peu les dates sportives. JO de 1960, terrible défaite au niveau des médailles. On fait une politique publique axée sur la performance. Le foot en 98, on se dit il y a un problème de la société, Black Blamber, etc. On met des city-stades dans les cités et ensuite il y a un rapport sur l'obésité. On te dit le sport en fait c'est on prend l'engagement que le sport devient un vecteur pour la santé publique. Yves, tu le ressens ces oscillations? Je vais même rebondir d'ailleurs sur une production de Vent debout. Bien sûr que entre parenthèses, le sport contribue à la santé, etc. C'est une évidence, il ne faut pas cracher dessus. Mais il ne faut pas avoir une vision utilitariste. C'est une autre conception de la vie, du bien vivre et du pouvoir d'agir. Bon, voilà. Donc, bien sûr, mais c'est pas simplement avec une logique. Quand on propose aux enfants 30 jours, il faut 30 minutes par jour, il faut bouger. Mais c'est vraiment un mépris de la culture sportive. Bon, donc c'est pas simplement
le fait de bouger, ça a du sens, ça s'inscrit dans la durée, etc. Bon, donc la contribution de l'activité physique et du sport à la santé, bienvenue, c'est normal. Bon, parlons maintenant de la haute performance. Alors, d'une part, la quête de l'excellence, elle est humainement, mais elle est valable pour tous, pas simplement pour quelques athlètes qui, eux, ont une valeur marchande du point de vue du sport qui se regarde. Bon, donc, aujourd'hui, le sport de haute performance, pour l'essentiel, dès qu'il peut avoir un intérêt médiatique, il a abandonné des politiques publiques. En fait, et en fait, il est complètement soumis aux impératifs capitalistes, puisqu'en définitive, ils ne vivent que du sponsoring ou des effets. Ben, oui, même si le spectacle sportif apporte quelque chose, c'est parce qu'il permet de vendre des minutes de cerveau disponible pour les pubs, etc. Bon, mais certains sportifs dans certains sports ont des bons salaires quand même. Comment ? Certains sportifs dans certains sports ont des bons salaires quand même. Au-delà du Mais sponsoring. Oui, mais ils ont des questions... bons salaires. Pourquoi ? Pardon, vas-y. Non, mais il y a des questions de est-ce qu'il ne faudrait pas en fait plafonner à un moment les salaires des footballeurs Et ça, typiquement, c'est une proposition qui est défendue par la gauche, mais aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et pour revenir sur la question de 30 minutes bouger, par exemple, le programme bouger 30 minutes, typiquement, ça, c'est une politique de droite du sport. Pourquoi ? Parce que l'injonction, c'est en gros, si tu es obèse ou si tu as des problèmes de santé, c'est ton problème. Donc en fait, va bouger. C'est une injonction au mouvement, mais à aucun moment on pense le sport comme justement un espace émancipateur qui permet d'apprendre des connaissances, de se réaliser en tant que personne et d'avoir une certaine créativité aussi. Et c'est là où justement en fait on voit politique de gauche, politique de droite, parfois un simple slogan pour moi est typiquement le résultat d'une politique de droite du sport. Je vous arrête là parce que je dois. Si tu veux, tu peux Inoxtag aussi. Oui. Vous avez vu ? Bon, alors, on va pas lancer le sujet Inoxtag, on va peut-être le lancer avec ça. Je dois tenir parole. J'avais annoncé 15 minutes de questions-réponses avec la salle. C'est le moment de vous manifester. Si vous avez une question, je ferai tourner avec mon collègue. Je ferai tourner le micro. Ah, il y en a un. Il y en a un pour la salle. Magnifique. Merci pour le micro, merci pour l'intervention. Alors moi, je suis à la fois moniteur d'escalade dans des salles indépendantes et dans des clubs plutôt FFME. Et à côté, je fais partie d'une association avec mes collègues à ma droite et à ma gauche qui prône le développement de l'escalade, la popularisation de l'escalade et l'utilisation de l'escalade comme médiation. Petite parenthèse, je vous invite à passer voir notre stand à Massa Climb. Et bon, c'est une question qui me travaille déjà beaucoup. Je me reconnais complètement dans les valeurs de la FSGT, dans tout ce qui a été fait depuis la création autour de l'escalade et dans tout ce que Yves, tu viens de dire. Et du coup, je suis dans une dissociation cognitive entre le fait que ça soit ma profession, que c'est mon gagne-pain, c'est ce qui me permet de vivre et de manger, et qu'en même temps, je prône... Alors, l'autonomisation, je peux l'amener par ma profession, mais que je prône aussi la gratuité, le prix libre, la possibilité d'accéder pour n'importe qui. Alors c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle dans mes clubs et d'inclure le plus possible des personnes qui n'ont pas les moyens. Mais comment se placer ? Est-ce que dans tout ce que tu proposes, la professionnalisation de l'escalade est compatible avec tout ça ? C'est ma question. Je pense que elle t'est adressée, mais... Oui. Alors, c'est pas forcément adressé que à toi, c'est une réponse à tout ce qui se passe. D'abord, le problème, c'est comment est-il possible aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, de poursuivre sa passion et de vivre de sa passion. Et donc, quelle voie est offerte pour des professionnels et comment des professionnels peuvent s'inscrire dans une visée émancipatrice ? Donc, il y a beaucoup à innover et à inventer. Là, je compte sur vous. Et donc mais des pistes. Donc, moi, je pense que, justement, là, déjà, ça fait partie un peu de mes projets de créer des conditions, de discuter et de travailler avec des professionnels qui se posent cette question et en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut jouer le coup, etc. Si je prends dans la FSGT, on a d'anciens professionnels, mais ils ont accompli une vie extraordinaire tout en étant... Ils sont encore au charbon à plus de 80 ans. Hein, notre ami Momo, il y en a d'autres. Bon, et donc, ils personnifient une visée émancipatrice. Alors, il faut qu'on invente... Alors, moi, je pense quand même que le professionnel, il ne doit pas être simplement un prestataire.
il faut qu'il devienne un formateur de plus en plus. Et il faut que la société reconnaisse cette compétence de formation. Mais les besoins, ils sont énormes. Mais dans la logique du marché, de toute façon, ce qui va se développer, c'est un prolétariat aussi. Un prolétariat de l'encadrement des activités sportives. Ben, il va falloir qu'on invente et qu'on innove. Je n'ai pas la réponse. Mais il faut la chercher. Il y en a. Et vous faites partie des gens qui cherchent. Et nous, je trouve qu'à la FSGT, je termine sur la FSGT, nous, l'essentiel de notre encadrement, il est bénévole. Ce qui nous permet d'avoir des cotisations entre 60, je l'ai dit, et 120 € avec en fait des prestations intéressantes. Mais on voit qu'il y a un biais. Tu vois. Qui dit mieux? De 55 € à 120 €, en gros le coût de la cotisation. Mais pourquoi? C'est parce que dans la plupart des associations, 80%, l'encadrement est bénévole. Mais on s'est aperçu qu'il y a un biais. Alors, il y a le biais et le suivant. On valorise beaucoup les pratiques parents-enfants, familiales. Mais en fait, là, on est dans l'endogamie. Ça fonctionne bien, c'est bien. Et donc, si on rentre, je vois qu'à Drancy, par exemple, à Drancy, qui est un de nos clubs où c'est le recrutement est le plus populaire, la cotisation est à 180 €. Mais là, il y a l'intervenant de BE. Et donc, en fait, là où les gens sont les plus pauvres, c'est là où les prix d'adhésion sont les plus importants. Alors donc, il va falloir trouver des solutions à ce problème-là. Et il ne faut pas tout miser. Je pense que nous, à la FSGT, il faut trouver une sorte d'intelligence entre l'encadrement bénévole et l'encadrement professionnel. Il ne faut pas que si on professionnalise l'encadrement, ça tue l'engagement bénévole. Et en même temps, si on veut atteindre des publics qu'on dit éloignés, etc., qui obéissent, il y a des contraintes, c'est pas pareil, etc. Il faut peut-être intégrer l'intervention de professionnels. J'ai des petites idées sur la question, mais surtout, l'importance, non mais là, c'est une co-construction. C'est en travaillant avec les directions de club, avec les professionnels. Je réponds trop longtemps. Ouais, je voudrais m'assurer qu'on prenne quand même plusieurs questions dans la salle. Est-ce que, à la main levée, est-ce qu'il y a beaucoup de questions que je me rende compte un petit peu de la... Ouais, ok. On va prendre une autre question du coup ici, peut-être. Oui, pardon, désolé de t'interrompre, mais... Ah oui, pardon. Bonjour, Mehdi Alakar, je suis juriste et grimpeur. J'ai un collectif de grimpe où du coup j'essaie de faire en sorte que les gens grimpent ensemble, surtout des milieux défavorisés et qui aient un accès plus facile à l'escalade. Dans le premier temps, je vous remercie, Mathieu, Clotilde et Yves, pour cette conférence. Pour moi, le problème majeur avec tout ce que vous aviez évoqué concernant l'escalade, c'est qu'il faut déjà dissocier l'escalade, de quoi on parle quand on parle d'escalade. Aujourd'hui, à Paris, on parle de bloc, indéniablement. On fait que du bloc. Concernant les milieux urbains, les CSP+, ça parle de bloc. Et le problème que moi je remarque, c'est que c'est pas l'escalade qui pose problème, c'est ce qu'il y a autour. C'est qu'aujourd'hui, quand on nous vend l'escalade, quand moi j'ai découvert l'escalade, ça fait 1 an et demi, on m'a dit viens, tu peux ramener ton PC, on pourra bosser à côté, viens, on pourra boire un verre, parce que c'est un prétexte. Donc aujourd'hui, moi je suis arrivé dans l'escalade, j'ai trouvé ça cool, et j'ai voulu ramener des gens de mon milieu. Moi je viens d'une cité à Champigny. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, en plus là-bas on boit des bières, tu me parles d'escalade. Donc c'est tout ce qu'il y a autour en fait qui pose question. Je suis désolé, je vais faire le matinalier horrible de France Inter, mais quelle est votre question? Non, ma question c'est, du coup, l'escalade c'est un sport de gauche, mais est-ce que c'est un sport de gauche fait par des gens de droite, pour vous? Clotilde, je suis sûr que tu brûles de répondre à ça. Compliqué. Ouais, Là, t'es pas obligé, hein. Non, mais c'est intéressant comme question. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de dire boire des bières, c'est un truc de droite, tu vois, parce que ça. Non. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est en fait, en fonction de l'offre qu'on propose, ça va attirer un type de public, et c'est certain. Et aujourd'hui, alors, il ne faut pas non plus généraliser la proposition qui est faite dans les grandes villes de ce qui est fait aussi en dehors des grandes villes. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les salles d'escalade parisiennes, évidemment que la proposition qui est faite n'intéressera pas parce qu'en fait il y a trop de barrières à l'entrée pour des personnes issues de classe populaire, clairement. Ça marche pas en fait. L'offre ne s'adresse pas à eux, mais je pense qu'en fait c'est pas méchant de leur part ou c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que ce n'était même pas pensé comme ça et qu'en fait ça faisait pas partie de leur offre. Avec un prix d'entrée de toute manière à 17 balles, globalement c'est pas le public qu'on cible. En tout cas le public qui est ciblé.
Donc je pense qu'en fait, si on veut vraiment réussir à démocratiser, faut penser, faut vraiment aller sur un modèle qui est différent, qui répond pas aux mêmes besoins et du coup qui n'apporte pas les mêmes produits ou la même valeur. Et je reviens quand même sur la question d'avant. Moi, un enjeu peut-être. J'ai pas de réponse non plus toute faite. En plus, je suis pas vraiment dans le secteur, donc je vais pas avoir un truc concret. Mais néanmoins, il y a quelque chose que je remarque, c'est à quel point le sport est complètement dépolitisé. Vraiment, on est complètement, en tant que sportif, moi j'ai fait du sport de haut niveau, j'ai été dans des secteurs Champion de France de associatifs aussi toute ma vie, etc. Mais on est complètement dépolitisé. Le sport ne se mobilise jamais sur des sujets de société, très peu ou jamais au nom du sport. Et quand tu dis le sport, c'est les athlètes aussi. Les athlètes, mais les pratiquants aussi. Pourquoi ? Parce qu'en tant que pratiquant, souvent, avant tout, ce qu'on voit dans le sport, c'est le jeu, c'est en fait... Alors Yves, tu as dit quelque chose pour moi qui est typique et pour lequel, pour le coup, je me bats. On parle constamment de nos terrains de jeu. Qu'est-ce que ça dit de nos pratiques et de nous ? De parler de nos terrains de jeu quand on parle de la pleine nature, etc. Enfin, on a un rapport très individuel, consommateur, parce que voilà, c'est notre petit plaisir. Et moi, pour l'anecdote, j'ai fait au niveau du wakeboard. J'avais beau travailler dans le secteur, enfin sur les questions environnementales et être une activiste par ailleurs, j'ai fait du wakeboard pendant 5 ans, à être tracté derrière un bateau quand même. Enfin, jusqu'au moment où je dis vraiment, pas très écolo tout ça. C'est quand même abusé. Genre, je ne prends plus l'avion, mais je fais du wakeboard, quoi. Genre, est-ce qu'on peut se remettre en question sur nos pratiques et aussi questionner à un moment le fait que, bah voilà, c'est pas nos angles morts et peut-être arrêter de voir le sport comme le petit truc à côté sur lequel on veut pas toucher. C'est-à-dire, il est peut-être temps de le politiser et aussi de le transformer et donc de politiser les pratiquants, Absolument. pas que les gens qui pensent de nouveaux cadres. J'ai vu des mains se lever, je crois. Oui. Merci. Merci Yves. Et... Le micro, il faut bien tenir le Merci micro. Yves et Clotilde pour ces réflexions. Je suis très surpris quand j'ai vu le titre Escalade, un sport de gauche. Je ne m'attendais pas du tout à... On en parlait, je pensais qu'on allait parler escalade, donc des grimpeurs qui s'orientent vers une pratique a commencé sur l'escalade. Est-il une organisation sportive de gauche ou avec... Et la suivante, est-ce que vous pensez que l'escalade, sans parler que de l'escalade à Paris, l'escalade d'un point de vue général, et les grimpeurs ont-ils une vision de gauche d'un point de vue général ? Alors, pour moi, l'escalade, justement, je n'ai pas dit que l'escalade était un sport de gauche. Pour moi, elle est ambivalente, l'escalade. Il y a une pratique possible de gauche, et elle existe. Et donc, effectivement, je n'ai pas terminé, parce qu'il faut terminer par la fin. Quel est le nouveau contexte on n'avait pas cette conscience-là au début, disons, de l'alpinisme, etc. Le nouveau contexte, c'est qu'on est confronté à un écocide capitaliste en ce moment. Donc tous les problèmes. Donc on ne peut pas confier le développement du sport aux entreprises, aux multinationales et aux États qui en ont rien à foutre de l'évolution de l'habitabilité de la planète. Donc il y a l'écocide, mais cet écocide, il est capitaliste. Donc aujourd'hui, si on est sincèrement attaché aux valeurs de respect de la nature, aux valeurs de l'écologie, il faut vraiment que les mouvements associatifs, les mouvements des pratiquants, etc., ils s'interconnectent avec tous les mouvements sociaux et tous les mouvements qui sont en lutte pour inventer une sortie du capitalisme. Sinon, donc c'est des belles paroles, mais on n'est pas de gauche. Donc il faut que ça pousse jusque-là. Bon, moi je trouve qu'il y a des choses, si on prend l'exemple de la FSGT, il y a quand même des choses intéressantes. Quand je vois par exemple les copains ou les copines qui ont porté nos initiatives, par exemple l'hiver ou des rassemblements l'été, c'est de dire, bien sûr qu'on est des touristes, quand nous on va grimper dans le Briançonnais, etc. Mais on est des touristes qui ouvrons les yeux sur notre contexte. Et notre contexte, c'est que les gens qui ont traversé la Méditerranée, après on les retrouve aussi à Briançon, sous les migrants, etc. Et qu'il faut être solidaire des associations qui assument leur humanité dans la région. Alors, bon, il faut sur la bataille, donc sur ces solidarités-là, sur les solidarités avec les mouvements écologistes, on est au tout début. Donc, on sera vraiment de gauche si on travaille à tout ça et si on fait de l'interconnexion entre la vie associative autogérée, et c'est ça l'émancipation. L'émancipation, c'est pas simplement un bon grimpeur, bien conscient.
Il est bien conscient de l'évolution de la planète. Ce serait même un peu triste de se dire qu'il y a une coloration politique dans une responsabilité qui est quasiment universelle. Pourquoi prêter de gauche en fait une responsabilité qui doit être tout à fait humaniste, etc. Bien que... Ah oui, mais là, regardez quand même, regardez ce qui se passe avec Trump et compagnie. Ça va devenir radical quand même, hein, ça va souffler dans quelques temps. C'est clair qu'il y a des fractions de la société qui n'en aura rien à foutre du développement humaniste et qui vont être prêts à sacrifier des pans entiers de l'humanité pour maintenir leur standard, et avec le rêve qu'on ira un jour sur Mars. Je simplifie. Donc non, moi je pense que ça va être dur. Hein. Par contre, ça va devenir très intéressant. Et je reviens peut-être pour préciser aussi quelque chose que j'ai remarqué au-delà des rencontres que je fais avec le podcast et le média. Oui, il y a une sensibilité écologique dans les sports de pleine nature et donc dans l'escalade que je ne retrouve pas forcément dans les sports co ou dans les sports de ville. Il y a cette phrase un peu toute faite qui le dit, à partir du moment où on est en connexion, où on est en lien avec un espace naturel, enfin, on ne défend que ce qu'on connaît. Il y a cette phrase-là, voilà, en fait, elle s'explique et elle se voit dans les pratiques. Néanmoins, j'aime pas parler d'automatisme parce que, en fait, c'est pas le cas pour tout le monde et on peut le voir avec le trail. Le trail, on pourrait se dire, ils sont tous un peu écolos quand même. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment plein de gens aussi qui n'en ont absolument rien à faire et qui ont vraiment cette consommation de l'espace naturel, etc. Néanmoins, voilà, il y a une affinité, je pense, et celle-là, elle est réelle. Et sur l'escalade, du coup, a un champ d'ouverture parce que il y a quand même tout y est pour développer aussi cette pratique et cette conception vraiment de gauche. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais pour l'escalade, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est que oui, les sports de nature, les pratiquants de nature ont une sensibilité écologique. Néanmoins, sur les questions dont on est parti au début, c'est peut-être pour ça qu'on a foncé sur les questions d'endogamie sociale, sur les questions en fait de démocratisation de la pratique. Ces sports sont un peu à l'ouest. Vraiment, sur les questions du racisme, du sexisme, qui pour moi sont des choses vraiment ancrées aussi à gauche, les sports de nature sont pas du tout en avance, voire ce qui est plus intéressant, c'est dans les sports co. En général, c'est des gens de sport co que je vais voir. Et donc là, je reviens un peu sur la question politique. La rentrée sportive va sûrement parler bientôt, vous allez en entendre sûrement parler bientôt dans les médias, de laïcité et de port du voile, qui est un sujet qui fait extrêmement débat. Moi, j'adorerais voir la communauté de l'escalade prendre position sur ce sujet. Ça serait quand même un truc de ouf. C'est arrivé. À la FSGT. En dehors de la FSGT. Et pour compléter, pour te rassurer même peut-être, on a consacré une conférence hier à l'escalade en milieu naturel qui en fait répondait à ces questions. C'est pour ça qu'aussi on a voulu un peu faire différent aujourd'hui. Peut-être prendre une toute dernière question avant de conclure. S'il n'y en a pas, on va conclure. Pardon, je crois qu'il n'y a que des hommes qui ont pris la parole sur les questions. Voilà, donc s'il y a une femme, c'est le moment, s'il vous plaît. Jean-Marc, change de sexe. On a des assos. Non, mais du coup, très bien. Ouais. Peut-être une dernière question ici, et après on arrête. Tout d'abord, merci pour votre intervention. C'était effectivement hyper intéressant. Et puis, avec les conférences du week-end, je trouve que c'est peut-être celle-ci, avec ce type de problématiques et justement de dimensions qui sont à mon sens les plus intéressantes et les plus importantes à vraiment véhiculer. Je trouve que ce soit même important, encore une fois, que même si ce titre est effectivement un peu racoleur et peut-être provocateur, en fait, soit nécessaire et va soit parler à un public uniquement qui est déjà concerné ou même qui agit dans son milieu. Mais moi, par exemple, je suis arrivé sur l'escalade complètement par hasard et j'ai commencé par des salles privées. Et plus j'ai ouvert mes yeux sur cette pratique et notamment sur déjà le propre conflit entre mes valeurs et la manière dont les salles privées se démocratisaient, notamment de bloc. Ouais. Oui, justement, j'arrive. Et je voulais dire que moi, justement, maintenant, j'essaie de me rapprocher des clubs, mais j'arrive devant une difficulté qui est qu'il y en a très très peu et que l'accessibilité est faible et difficile et que même rien que via la FFME, c'est compliqué de savoir quels clubs sont dans notre environnement. Et pourtant, je suis en Ile-de-France. Du coup, je voulais aussi savoir, est-ce que dans les milieux associatifs, il y avait un petit peu cette difficulté qui était de travailler main dans la main avec les salles privées, qui en fait, elles ont une volonté économique d'avoir le plus possible des adhérents chez eux, effectivement de faire payer des cotisations à presque 600 balles l'année, je trouve ça aberrant, et qui sont en plus très spécialisés maintenant, puisque chez nous, les locaux coûtent moins cher pour faire du bloc que pour faire de la voie. Du coup, à quel point est-ce que dans les associations, vous arrivez quand même à
La question, c'est le lien entre fédération et salle privée. Yves, très rapidement, parce que là, on fait les grands signes de il faut arrêter. Leur but est lucratif. C'est ça la différence. Donc, tant qu'on Mais a un ouvert but par des anciens grimpeurs je dis qui pas des fois qu'il peut venaient y de avoir clubs. des partenariats, des coopérations, il faut inventer au cas par cas. Mais quand même, il y a une contradiction fondamentale. Voilà, donc on va pas. Je pense que ça, c'est la contradiction du capitalisme. Et donc, je dis, ça demande à être exploré. J'ai une innovation donc à Rennes qui est très intéressante. Et il y a mon copain Jean-Marc qui est là. Il n'a pas pu poser sa question. Je suis désolé. Bah ouais, mais là, on va pas putain. pouvoir prendre Jean-Marc, même s'il change de sexe. C'est pas possible. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci Clotilde, merci Yves. Bonne continuation de salon. Et puis, bah, si la question vous a peut-être même influencé votre vote, je sais pas. Mais C'est une bonne idée d'avoir. merci beaucoup de votre attention. L'important, c'est pas d'avoir des idées de gauche. L'important, c'est d'avoir des pratiques de gauche.